Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des adaptations à la vie fixée chez les plantes à fleurs et j'essaierai de vous résumer l'essentiel de votre cours en un unique schéma bilan récapitulatif. Commençons par quelques définitions. Vous avez peut-être utilisé en cours le terme d'angiosperme. Les angiospermes sont toutes des plantes à fleurs, c'est-à-dire des plantes qui, suite à la fécondation, donnent un fruit dont les graines sont cachées à l'intérieur. À la différence des animaux, les végétaux présentent une particularité. Ils sont incapables de se déplacer et ont comme principale contrainte de vivre fixés. L'évolution, par le jeu des mutations, de la sélection naturelle et de la dérive génétique abordée dans les chapitres précédents, a permis le maintien de caractères permettant une adaptation des trois fonctions vitales de la plante à la vie fixée, à savoir se nourrir à l'interface entre sol et air, se défendre contre les agressions biotiques, c'est-à-dire celles des prédateurs, des parasites, etc., et des agressions abiotiques, le climat, et enfin se reproduire, donc assurer la rencontre des gamètes, et tout ça sans se déplacer. Nous allons aborder ces adaptations point par point. Commençons par la fonction de nutrition. La sélection naturelle a favorisé chez les angiospermes le développement de grandes surfaces d'échange pour optimiser l'accès aux ressources. Au niveau du sol, un végétal se nourrit par ses racines. Les jeunes racines portent à leur extrémité une zone à poils ou zone pilifère. Ce sont des cellules allongées, les poils absorbants qui sont spécialisés dans l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Ces poils augmentent la surface de contact avec le sol. Toutefois, 90% de la nutrition des plantes se fait non pas par les poils absorbants mais par des symbioses avec des champignons. Ces derniers émettent des filaments mycéliens ou mycélium qui s'associent aux racines et augmentent considérablement la surface d'échange et l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Le champignon reçoit en retour des produits de la photosynthèse de la plante. Cette symbiose porte le nom de mycorhize, myco pour champignon, rhize pour racine. Les feuilles et les organes chlorophylliens réalisent la photosynthèse, c'est-à-dire la capture d'énergie lumineuse pour produire de la matière organique. Les tissus des feuilles possèdent une organisation particulière. Les cellules de la face éclairée sont de grande taille, accolées les unes aux autres comme une palissade et riches en chloroplastes. On parle de parenchyme palissadique spécialisé dans la photosynthèse. Les cellules de la face à l'ombre sont plus petites et espacées, ce qui autorise la circulation des gaz dans la feuille. On parle de parenchyme lacuneux. La journée, le gaz entrant est le dioxyde de carbone et le gaz sortant est le dioxygène. Ces gaz entrent et sortent de la feuille par des ouvertures dans l'épiderme, qui est la couche superficielle de la feuille, que l'on appelle des stomates. Ces stomates sont également le siège d'une importante évaporation, donc d'une perte d'eau, et par conséquent sont souvent fermés au moment des fortes chaleurs ou à midi. Chez les angiospermes, la nutrition de la plante repose sur un partage des tâches entre les racines et les feuilles. Néanmoins, les feuilles ne peuvent réaliser la photosynthèse que si on leur apporte de l'eau et les ions prélevés par les racines, et inversement, les racines ne peuvent pas vivre sans la matière organique fabriquée dans les feuilles. Cela nécessite un système qui assure le transport de la matière entre les différents organes de la plante, et il existe un système conducteur au sein de la tige et des racines qui va associer deux types de vaisseaux. Des vaisseaux qui vont assurer le transport ascendant d'eau et de sels minéraux prélevés au niveau des racines. Cette sève particulière porte le nom de sève brute et elle est transportée par le xylème. D'autres vaisseaux assurent le transport de la matière organique synthétisée dans les feuilles par photosynthèse vers l'ensemble des organes de la plante. Cette sève, qui est très riche en sucre, est appelée sève élaborée et est transportée par le phloème. Ainsi, la circulation de matière dans la plante se fait dans les deux sens, des racines aux feuilles et des feuilles aux racines, grâce à deux systèmes conducteurs distincts. Parlons à présent des stratégies de résistance des plantes à fleurs. Les plantes doivent lutter contre des prédateurs herbivores. Certaines possèdent des défenses constitutives, donc présentes avant l'agression, souvent de nature mécanique, comme des épines ou des poils urticants. D'autres mettent en place des défenses en réponse à l'agression qui sont de nature chimique. Il peut s'agir de la sécrétion de molécules toxiques pour l'agresseur, comme les tanins qui empêchent la digestion, ou de substances volatiles comme l'éthylène qui augmentent les capacités de défense des plantes voisines. Certaines plantes, comme l'acacia, ont développé des stratégies de défense originales en s'associant par symbiose avec des fourmis sentinelles qui mordent et piquent les prédateurs herbivores en échange de sucre produit par la photosynthèse. Mais l'agression peut également provenir du climat. En hiver, par exemple, les arbres protègent leurs tiges embryonnaires dans des bourgeons qui sont protégés par des écailles imbriquées les unes dans les autres et recouvertes de cire hydrophobe qui évite les entrées d'eau et de gel. D'autres végétaux, dont le cycle de développement se fait sur 2 ans, vont mettre les sucres de la photosynthèse en réserve au niveau d'organes souterrains comme les tubercules de pommes de terre. Ces réserves serviront à édifier une nouvelle plante à la reprise de la nouvelle saison. En ce qui concerne les adaptations à la chaleur, vous pouvez citer l'exemple des stomates qui se ferment au moment des fortes chaleurs pour éviter les pertes d'eau.
Parlons maintenant des adaptations à la reproduction des angiospermes. Pour se reproduire, il faut que deux gamètes, mâles et femelles, se rencontrent, et ce sans que les plantes ne puissent se déplacer. L'organe reproducteur des angiospermes est la fleur. Certaines fleurs sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles portent à la fois des structures mâles et femelles, et peuvent potentiellement s'autoféconder. D'autres par contre ne portent que des structures mâles ou que des structures femelles. Les structures mâles sont les étamines, qui produisent le pollen qui lui-même contient les gamètes mâles. Chez certaines espèces, le pollen est dispersé par le vent. Il est alors petit et lisse, ce qui facilite un transport sur de longues distances. Chez d'autres espèces, le pollen est transporté par des insectes butineurs, il est souvent un peu plus gros et ornementé, ce qui facilite son accroche aux poils des insectes. Le pollen est déposé sur le pistil des fleurs, qui représente la structure reproductrice femelle, soit par le vent ou soit par les insectes qui sont à la recherche de nectar. L'évolution a favorisé des interactions spécifiques, donc entre certaines espèces d'angiospermes et leurs pollinisateurs, et des stratégies de pollinisation qui sont très originales et diversifiées, mais que nous ne détaillerons pas dans cette vidéo. Suite à la fécondation, la fleur devient un fruit qui renferme une graine ou un embryon. Ces fruits peuvent être disséminés par le vent, comme c'est le cas pour le pissenlit, ou alors par l'eau, comme dans le cas de la noix de coco, ou encore par les animaux si les fruits sont comestibles. Là encore, les stratégies de dissémination des graines sont variées et je vous invite à vous référer à votre cours pour choisir l'exemple que vous préférez. Nous avons fini de présenter les trois principales adaptations des angiospermes à la vie fixée, à savoir les adaptations à la nutrition, aux agressions du milieu et à la reproduction. Gardez à l'esprit que ces adaptations sont le fruit d'un long processus évolutif, toujours en cours actuellement, qui met en jeu des mutations, favorables ou défavorables, qui sont ensuite triées par des mécanismes de sélection naturelle.